Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, présidentielle d'avril prochain au Bénin, chiffon de mécontentement. Au quotidien, la situation serait on ne peut plus tendue avec son lot de déballage, mais surtout de passe-d'âme entre mouvance et opposition. Les comparutions ces derniers jours de personnalités de l'opposition devant la criette auront davantage fait monter le mercure. Faut-il craindre, mesdames, messieurs, le pire pour le laboratoire de la démocratie en Afrique subsaharienne? Des éléments d'appréciation avec nos invités du jour. Et ce sera autour du thème présidentiel 2021, le Bénin démocratique en pleine renaissance ou ébranlé. L'instant débat, ce sera avec Dr Paul-Marie Ouissou, enseignant-chercheur. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Ouissou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci aussi de m'avoir invité. C'est un plaisir. En face de vous, Jos Pesso Anago. Il est journaliste, analyste. Jos Pesso Anago, bonjour à vous. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de CKTV. Et vous répondre à leur façon. Depuis la publication de cette liste provisoire, plus de réactions. Et ça va dans tous les sens. Docteur Paul-Marie Ouissou, quelle lecture faites-vous de ces séries de réactions qui ne vont pas dans le même sens? Bon, moi je suis complètement embrouillé. Je n'ai plus de embrouillé. Oui, je n'ai plus de repères. Je suis perdu, parce que rappelez-vous, il y a quelques mois, en août, quand je suis venu ici pour la première fois, et la question était de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer pour les présidentielles. On avait fait 4 possibilités. Et vous voyez que la science ne ment pas. On est dans la 3e possibilité, où on a fait une ouverture, mais une petite ouverture. Et il y a eu beaucoup de choses que nous avons dites aussi. Après ça, il y a eu l'émission sur le président de l'Assemblée nationale qui était sorti pour dire que les partis politiques devaient être forts et devaient donc, formater à leur façon la vie politique de notre pays. Et vous voyez, les déballages qui se font aujourd'hui ne sont pas loin de ce qu'on avait dit entre-temps. Moi, ce qui m'embrouille, et si à ce niveau d'éducation je suis embrouillé, je me demande ce que le Béninois qui n'est pas aussi éduqué que moi pourrait retenir de tout ce qui se dit là. Vous faites allusion au niveau d'instruction, c'est cela? Oui, bien sûr. Bien sûr, au niveau d'instruction, moi je suis embrouillé. Je me demande ce que le Béninois, qui n'a pas ce niveau d'instruction, pourrait comprendre de ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quelle loi applique-t-on au Bénin? Quelle loi applique-t-on au Bénin? Oui. L'enseignant embrouillé avec quelle question? Quelle loi applique-t-on au Bénin? Oui, parce que oui, question un peu pertinente et grosse. On va essayer d'élucider la question ensemble. Mais vous permettez, Jos Pesso Anago, oui, toute une série de réactions après cette liste provisoire. D'aucuns de clamer que, voilà l'édifice démocratique qui est attaqué. C'est quoi le lien? Mais cela va sans dire que quand on observe ce qui s'est déjà passé lors des législatives décriées, ensuite des communales qui n'en sont pas moins décriées, ça dit c'est un agenda qui se déroule malheureusement et qui s'en va accoucher d'une élection qui d'avance est bâclée en ce sens que on a observé un peu avant. C'est-à-dire que ce qui se passe depuis 2016 au Bénin, au plan politique, au plan sociopolitique, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école d'astrologie pour le deviner, le prescrire. Et puis ça se passe comme cela se doit, pour peu qu'on fasse un peu d'analyse. On observe bien que cette histoire de parrainage qui est sortie de nulle part, comme d'ailleurs le récépissé, qui aussi a été agité, sorti comme de nulle part aussi, a fait des victimes. On est aujourd'hui en train d'observer que le parrainage qui a été inventé et qui a été contesté par des observateurs, des analystes, des politiques et tout, on l'a imposé et on voit les conséquences de ce parrainage où on se retrouve au cœur même de la polémique où un seul des candidats
enfin, à l'élection présidentielle, un seul des candidats en a amassé 118. Certains esprits ont laissé croire, il y a quelques mois en arrière, que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous aurons au minimum 10 candidats. C'est-à-dire, à raison de 16 par candidat, on aura au moins 10 candidats. Si on suppose qu'on a 160 parrainages, pardon. À l'arrivée, difficilement, on a sorti du lot 3 duos. Difficilement. Le chef de l'État sortant, qui est candidat à sa propre succession, se retrouve avec 118. Et ceci ne répond à aucun critère. Encore que, pour aller dans le sens du docteur, je dirais, quelle loi est-ce à la fin, bien entendu, de quelle loi gouverne le Bénin? Puisque il suffit seulement que on se sent bloqué aux entournures et on va rapidement chercher des échappatoires, comme ça a été le cas lors des communales, où il y a eu des lois complétives et tout ce qu'on veut. Il y a de quoi susciter le tollé. Ce tollé auquel on assiste depuis quelques moments, des réactions à l'interne comme à l'externe du Bénin, s'explique par le fait qu'aujourd'hui, il y a comme des prestidigitateurs qui sont aux commandes, qui agitent le bâton magique, observent, obtiennent ce qu'ils veulent, arrêtent quand ça leur plaît, d'où quelle loi commande le Bénin. Et donc, lorsque ça se passe dans un Bénin démocratique, un Bénin qui a été réputé pour son savoir en termes de tact ou de pratique démocratique, si ces gens de fait se produisent dans ce Bénin, il y a lieu de s'en inquiéter. D'où ces récriminations, d'où ces réactions, et mieux encore, au-delà de nos frontières, certains s'offusquent de ce que... On parlera de ces multiplications aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Le professeur Marie Wissou, vous disiez tout à l'heure, être embrouillé avec la fameuse interrogation, quelle loi applique-t-on au Bénin? Oui, c'est tout simple. C'est tout simple. Et pourquoi ce questionnement? Oui, c'est tout simple, parce que quand vous écoutez, j'ai suivi ces derniers temps beaucoup de mouvanciers, ok, passer sur ce plateau et dire la loi, c'est la loi, elle est dure, mais vous comprenez. J'ai écouté beaucoup de députés. Ils ne parlaient pas avant, mais ces derniers temps, ils sont nombreux qui sortent, comme vous l'avez dit, plus de réactions. Et ils sont nombreux qui sortent et qui parlent. Et chaque fois que quelqu'un veut parler, il fait référence à la loi. Mais, première constatation. On a un candidat de la mouvance qui est le président de la République. Le code électoral dit que chaque parti présente un candidat, son candidat. Mais on a près de 6 partis de la mouvance qui ont tous le même candidat. Quelle loi applique-t-on? Ça, c'est déjà, dans un premier temps, la question. Et vous voyez chaque fois, comme l'a dit Pezo, chaque fois qu'il y a, disons, un problème, on fait référence à la loi et on a tendance à ne pas soi-même obéir à la loi. Expliquez-vous ou illustrez vos propos. Oui, il y a déjà le fait que on a fait chose là, mais prenez on a dit, n'est-ce pas, l'idéal de toute loi, c'est de créer un ordre qui profite à tout le monde. On a dit que c'est pour que les partis politiques soient forts qu'on a fait la réforme politique. Oui. Moi, je partage cette idée. Je vous ai dit la dernière fois que, enfin, ce à quoi aspire le président de la République m'intéresse beaucoup. Mais, et dans la première émission qu'on a eue, dont je vous ai parlé, je vous avais aussi dit que le problème du Bénin et le problème de ce que entreprend le président de la République, c'est les hommes qui ne sont pas, les hommes qui l'entourent et qui doivent accompagner normalement ces réformes-là, qui ne sont pas prêts. Mais on a dit que c'est pour rendre les partis politiques forts. Mais vous constatez avec moi qu'il y a eu les élections communales, la FCBE, il y a eu cette rumeur qui disait que, oui, on a 2 listes parallèles à la Sénat, où une liste venait du camp qui est resté à la FCB aujourd'hui, et une liste était venue de l'ensemble des autres. Et c'est ça qui a provoqué la sortie du président Yahi Boni du groupe. Mais
observez ce qui se passe maintenant. Pour rendre un parti fort, vous avez le parti, les démocrates, qui est un parti que l'on suppose être fort. Et normalement, la réforme politique devrait faire de sorte que ce parti-là grandisse et devienne effectivement fort. Encore plus fort qu'il ne l'est maintenant. Mais ce qui se passe, c'est qu'au finish, le parti, sa base, son bureau politique et tout ce qui constitue le parti n'a pas reçu les parrainages pour aller aux élections. Mais des individus pris de ce parti ont reçu de parrainage. Comment on rend quelque chose fort? C'est ça, c'est là où moi je suis embrouillé. C'est comme ça, c'est là où ma confusion est totale. Et elle est totale et c'est renforcée parce que si vous avez suivi un peu il y a quelques semaines, j'ai écrit un article pour dire pour la renaissance de l'exception béninoise. Et dans cet article, je disais déjà qu'il y a 2 dictionnaires au Bénin. Il y a 2 façons d'interpréter chaque mot que vous prenez au Bénin. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Et c'est un peu... Moi, je ne veux pas accuser un camp. Si vous prenez l'autre camp aussi, et lui aussi, il a des comportements. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce que, rappelez-vous, pendant longtemps, j'ai entendu un député, avant de venir ici, dire que, oui, ils ont dit la dernière fois que même les mouvements politiques ne doivent plus réagir parce que la loi, c'est la loi qui donne aux partis politiques le droit d'animer la vie politique. Mais, écoutez, depuis 1 an que nous parlons des élections présidentielles, les partis politiques ont-ils animé la vie politique de notre pays? C'était d'abord les Bokono. Ensuite, c'était, des groupes qui soutenaient un candidat. Ainsi de suite. Et les partis politiques ne sont sortis que récemment, en 4 jours, pour dérouler ce qu'ils faisaient dans leur secret. Et on a dit, la démocratie ne peut pas s'animer dans le secret. Quand les démocrates viennent nous dire, oui, nous on a démarché. Mais démarcher, on allait demander le parrainage, est-ce que ça doit être secret? Non, c'est que nous sommes arrivés quelque part dans notre pays où, vous savez, il y a un phénomène aux États-Unis actuellement que les gens appellent la réalité alternative. Et je crois que nous sommes arrivés dans notre pays à cette étape-là aussi, où on a la réalité alternative. C'est-à-dire, c'est une réalité qui n'est basée sur aucun principe, qui n'est basée sur aucune vérité, qui n'est basée sur aucune règle, mais on navigue là-dedans. Vous voyez, c'est un peu ce qui a animé l'Amérique pendant 4 ans et qui a donné, disons, qui donne un peu aujourd'hui le problème que le Parti républicain a aux États-Unis. C'est un peu ça que nous avons, la réalité alternative. Alors, c'est-à-dire, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous asseoir et savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ça, c'est un drame, non? L'analyste au Bénin aujourd'hui, difficile de distinguer le vrai du faux? Bon, pas véritablement. Je pense que le docteur est allé plutôt au second niveau, enfin de l'analyse. Sinon, je comprends bien ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, effectivement, vous prenez quelque chose qui, logiquement, est de couleur rouge, et vous dites que c'est de couleur rouge, mais vous trouverez tout autour de vous des concitoyens que vous avez toujours croisés, avec qui vous avez toujours échangé, qui vous diront quand même que ce n'est plus du rouge du tout, que c'est du blanc. Des concitoyens qui ont toutes les facultés visuelles? Tout à fait. Et donc, oui, tout à fait. Donc, je dirais, oui, quelque part, il a parfaitement raison, mon vis-à-vis. Sauf que je voudrais nuancer pour dire que le bon sens et la logique n'ont pas encore déserté le forum. C'est vrai, ceux qui l'appliquent, ceux qui l'ont adopté ou l'ont gardé, l'ont toujours gardé, ce bon sens ou cette logique. Ce qui fait que nous distinguons aujourd'hui que, tenez, cette histoire de parrainage n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, le bon sens recommande que l'on se dise la vérité. Le bon sens recommande d'ailleurs, comme il a si bien dit tantôt, que aucun parti n'a désigné le chef de l'État, curieusement. Et mieux encore, c'est lui-même qui s'est fait... aucun parti ne l'a désigné. C'est lui-même qui s'est fait candidat. Il a dit qu'il est candidat. Et donc, après, tous ces partis dont il a parlé tantôt se sont mis en cohorte et ont dit, c'est notre candidat. Alors qu'on a tantôt dit,
au départ que c'est plutôt pour renforcer le système partisan et qu'on ne devrait plus avoir un président halogène. Mais nous avons bel et bien un candidat qui, s'il devenait président, sera un président halogène. Halogène en ce sens que ne se réclamant d'aucun parti politique. Il faut qu'on se dise la vérité, puisque aucun parti ne l'a véritablement et officiellement porté. Ça, au moins, il n'y a pas un acte. Et lorsque vous le dites à un autre compatriote, il vous dira, la loi n'a jamais dit qu'il faut forcément faire partie d'un parti politique. Donc ça, c'est l'interprétation que l'on fait, et qui parfois peut embrouiller, qui parfois aussi, et puis je suis de son avis, pourrait faire croire aux Béninois lambda, qui n'est pas allé dans des grandes écoles, qui n'est pas allé faire les sciences politiques, qui va se dire, bon, mais finalement, moi, je ne comprends plus rien. Voilà. Même ceux qui sont allés faire les sciences politiques, ceux qui sont pétris dans ces arcades, sont aujourd'hui embrouillés. Mais moi, je voudrais dire ceci. C'est voulu. En fait, le Bénin n'était pas comme ça. L'embrouillamini voulu. Oui, c'est voulu, c'est entretenu. Dans quel intérêt? J'ai cité tantôt 2 échéances, enfin 2 scrutins qu'on a déjà vécu, à savoir les législatives qui étaient chaotiques et les communales qui n'en sont pas moins. Et donc certains aujourd'hui se satisfont de ces résultats, qui ne ressemblent en rien à ce que nous avions traversé durant tout au moins ces 30 dernières années. Bon, donc déjà, ça satisfait certaines classes, certaines catégories de personnes. La preuve. Est-ce là vraiment ce qu'on peut en tirer, ou plutôt y voir des aléas liés et inhérents à des réformes qui cherchent leur marque? Non. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de réforme, c'est améliorer quelque chose. Je ne pense pas qu'une réforme devrait tendre à empirer une situation ou à créer des situations chrysogènes. Je ne pense pas, et nulle part au monde, on ne pourra me démontrer le contraire. On réforme pour améliorer, pour apporter plus de souffle ou du vivifiant ou de la dynamique. Et dans le cas d'espèce, nous nous portions mieux. Alors on sait que le magistrat, vous l'avez dit d'ailleurs, l'actuel magistrat au président de la République, candidat à sa propre succession, premier magistrat comme on dit, a dit espérer et croire que le Bénin démocratique renaîtra de ses cendres à l'aune de ce scrutin. Mais si on en est à ces balbutiements, on peut se demander où est-ce qu'on a buté. Oui, naturellement, parce que, naturellement, je vous l'ai dit, hein, quand vous l'écoutez, c'est vous-même qui le dites maintenant, quand vous écoutez le président de la République, dans son discours, il est toujours dans un idéal. Et vous ne pouvez que partager son idéal. Mais dès qu'on rentre dans les faits, vous constatez, et généralement, regardez tout ce qui se passe maintenant. Est-ce que le président de la République est sorti pour dire que lui, il avait demandé à des gens de lui donner 118 parrains? Il n'est pas sorti pour dire ça. Peut-être qu'il ne sortira pas non plus pour dire ça. Mais au finish, c'est qu'il y a 118 parrains. Est-ce que le président de la République avait dit que je voulais organiser une élection législative où il va y avoir de la violence? Il a dit je vais faire une réforme politique. Mais l'esprit de la réforme, et excusez-moi de le dire, mais... Avant que vous ne poursuiviez, alors le chef de l'État n'a jamais demandé sans doute aux gens de lui donner jusqu'à 118 parrains. Oui. Mais il n'est pas sans savoir qu'il a finalement des parrains. Oui. Dans la démarche, oui. N'était-il pas possible au chef de dire franchement merci de me gaver, de m'aider à me gaver, et pensons aux autres. N'était-ce pas possible dans la démarche? Oui, c'est une attitude, c'est un comportement qui est possible. C'est un comportement qui est possible. Donc, mais quand vous avez autour de vous, parce que c'est ceci le problème. C'est ceci le problème. Un chef d'État, je l'ai vécu en suivant un peu disons, la vie politique américaine, c'est qu'il y a toujours autour du chef des pôles. Il y a des gens qui sont extrémistes, qui ne veulent rien céder aux autres. Il y a des gens qui sont modérés. Et il y a des gens qui sont ouverts sur les autres. Et quand vous avez une situation où... Écoutez, j'ai écouté un député récemment, je ne vais pas appeler son nom quand même, mais il va se reconnaître, qui disait, oui, écoutez, nous voulons... le président de la République n'a rien demandé.
mais nous voulons avoir, comment on l'appelle, des partis politiques forts, nous voulons avoir ceci, nous voulons avoir cela, mais comme la situation est maintenant, telle que la situation est, nous avons décidé que tous les partis soutiennent le chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là, c'est le niveau de raisonnement de notre personnel politique qui est le problème. Parce que lorsque même le chef a envie d'aller dans ce sens ou dans tel autre sens, lorsqu'il a autour de lui des personnes qui disent non, attention, nous ne pouvons pas aller dans ce sens parce que ça, pour l'idéal que nous voulons créer, il y a tel problème, ok, et que ces personnes tiennent bon dans leur raisonnement. Je veux dire, ils sont déjà auprès du chef. Pendant longtemps, moi, j'ai contesté cette idée selon laquelle l'entourage du chef peut créer quelque chose sur le chef. Mais c'est faux, parce que le chef fait avec son environnement. Il ne peut pas faire en dehors de son environnement. Et il y a des constances dans notre politique. Comme je l'ai dit la dernière fois, regardez un député qui sort et qui parle de complot dans une élection où un candidat ou une candidate, vraiment une candidate béninoise, je ne sais pas d'où vient la question de complot dans ça, que d'être simplement candidat pour élection dans son pays. Mais le président Yahya Boni était venu de Lomé, n'est-ce pas, pour être candidat ici. Il faisait des années à Lomé et il avait des accointances avec les autorités de Lomé avant de venir être candidat ici. Pourquoi en son temps on n'avait pas dit que ça pourrait être un complot contre notre État et que donc on doit l'empêcher d'être d'être candidat à la magistrature suprême? Vous voyez? Donc il y a des constances et ce député qui est sorti pour dire ça, suivez son parcours politique. Depuis l'année où sous le président Kérékou, on a organisé les élections communales. Suivez son parcours politique. Et vous avez la constance. Et c'est ces gens qui sont autour de vous, qui vous disent, voilà la direction dans laquelle nous devons aller, voilà. Vous voyez à peu près. C'est-à-dire, dans la constance, c'est des gens, ils sortent toujours pour vous parler de « on m'a voulu me corrompre, moi j'ai refusé ». Après, vous constatez que c'est eux-mêmes qui ont pris de l'argent, qui ont fait ceci. Après, eux-mêmes vont venir vous dire que c'est eux qui ont organisé le chaos de 2011. Vous voyez à peu près, il y a des problèmes dans notre personnel politique. Il y a des problèmes dans le personnel politique. Alors, là où le Bénin est en train de buter plutôt, c'est beaucoup plus le personnel politique. Un peu. Là où je ne partage pas l'avis de mon vis-à-vis, c'est ceci. Pour ce que je sais, on n'est encore jamais allé élire un personnel politique à la tête ou à la présidence de la République. Celui qui va en répondre reste le chef de l'État. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des faits sur lesquels même le siège, la Constitution ratée du siège de l'Assemblée nationale, on n'évoque jamais le nom du constructeur, de l'architecte, ni on dit Yahya Boni. Vous voyez donc, lorsque vous aviez été investi du pouvoir d'État, vous en êtes responsable. Que vous choisissiez de faux collaborateurs ou de mauvais collaborateurs, vous serez seul en face de l'histoire à en répondre. Et donc, à partir de cet instant, je ne peux absoudre aucun président de la République qui a la charge de l'État, n'est-ce pas, comme quoi ce sont ses collaborateurs qui l'ont induit en erreur. Non. Il arrive, quand on prend le cas précis de l'actuel président de la République, le premier magistrat de ce pays, lorsqu'il lui arrive, par exemple, parce qu'on parle de vision, vous aviez dit tantôt, de dire, même s'il faut compromettre la paix pour aboutir au développement, ce n'est pas un collaborateur qui l'a dit. Ce n'est pas un conseiller qui l'a dit. C'est le chef de l'État qui l'a dit. On ne peut compromettre la paix. La paix n'est pas à compromettre. Il n'y a pas de figure de style possible pour m'expliquer ce jeu de mots. Et donc, à partir de cet instant, moi, je n'absous aucun chef d'État. Il est responsable. Et même si c'est son conseiller aux affaires culturelles qui a détruit, par exemple, un monument quelque part, c'est demain lui le comptable. Parce que je n'ai pas élu le conseiller culturel. J'ai élu le président de la République. Donc, à partir de cet instant, je dis, le personnel politique, d'accord, même moindrement. Celui à qui on a remis le destin du pays entre les mains, qui a prêté serment, c'est le chef de l'État. Et par conséquent, il devrait respecter les règles qui régissent
ce pays. Avoir le courage de dire à un collaborateur, je ne vais pas dans ce sens. Avoir le courage de dire à ces turiféraires ou autres aficionados, mais je ne suis pas d'accord avec vous. On a vu, il y a des présidents de République qui ont eu à tenir ce genre de comportement. On a vu à côté le sortant, celui qui est parti le dernier président sortant du Niger, il a dit, il a clamé. Il dit, ils sont venus me dire qu'il faut que je me remette encore en lice. J'ai dit non. Quelqu'un s'y accrochait au point où on a intenté une action en justice contre celui-là, qui insistait le chef de l'État à se repositionner. Il dit non, je suis en fin de parcours. Là, c'est un président de la République. Il sait qu'il a les charges sous les épaules. Et donc, il ne va pas dire demain que bon, moi j'aurais souhaité aller dans ce sens, mais ce sont mes conseils qui m'ont poussé autrement. Et donc, moi je voudrais dire, il n'y a pas lieu d'absoudre un président de la République. C'est lui qui a la responsabilité, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui devrait conduire son pays au bonheur. Alors aujourd'hui, pour la liste qu'on a mis en entendant la liste définitive qu'on connaîtra dans les tout prochains jours, eh bien, tous les poids lourds, on peut le dire ainsi, de l'opposition sont absents de la liste. Votre vis-à-vis ne comprenait pas comment est-ce possible qu'une formation suffisamment représentative soit absente, mais des individus soient présents. Et d'autres parlent là d'un autre coup contre la démocratie. Prenons surtout ce point. Est-ce que ceux qui évoquent toujours la démocratie, à partir de ces cas de figure, n'extrapolent pas la problématique béninoise? Non, non. Vous savez, le Bénin n'est pas sorti ex nihilo en tant que nation. Nous avons une histoire, nous avons une âme. Mais restons dans le concret pour dire nous avons une histoire. Les 30 dernières années, pourquoi on n'a pas eu ces remue-ménages? Certains me diront, c'est les réformes. C'est faux. Puisqu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a des réformes. Nous n'avions pas inventé le fil à couper, le beurre au Bénin. Le Bénin n'est pas un pays particulier qui a inventé les réformes. D'autres, d'ailleurs, le nom réforme n'a jamais été inventé au Bénin, que je sache. Et donc, lorsque on fait le plan de se maintenir au pouvoir, que ce soit au Bénin ou à Jakarta, vous avez beau être une opposition forte, bien structurée, vous n'irez pas au pouvoir. Vous ne prendrez pas le pouvoir d'État. Imaginez un instant celui qui s'accroche au pouvoir, qui ne veut pas s'en aller et qui a déjà son plan depuis 4 ans, par exemple. Il peut mettre en prison tous ceux qui peuvent le gêner, sans qu'il n'y ait une casserole. Sous les tropiques, on peut mettre en prison qui on veut, sans qu'il n'y ait la moindre petite casserole. Et donc, lorsqu'on déroule ce genre de plan, mais on ne peut pas ne pas mettre en cause le manque de démocratie. Parce que lorsqu'il y avait démocratie, c'est le juge même qui dit « je ne peux condamner celui que vous m'aviez envoyé. Je peux le condamner puisque rien ne lui est reproché. Ou alors, je dois mener mes enquêtes d'abord. Alors, je mets en place une commission rogatoire. Et donc, mais ici, il n'en existe pas. Aujourd'hui, la justice n'existe plus au Bénin. La justice vraie, la justice équitable n'existe plus au Bénin. Et ce n'est pas un crime que de le dire. Est-ce que vous n'allez pas nuancer un tout petit peu que d'être si péremptoire, M. Jospé Zola? Je préfère être péremptoire pour obtenir mieux. Voilà, je voudrais demander plus à la justice de mon pays. Vous voulez demander plus? Plus à la justice de mon pays. Et donc, et là, observez depuis quelques moments, c'est à tour de bras qu'on envoie en prison. Ceux qui doivent aller en prison. Je ne voudrais pas revenir... Qu'est-ce que ça signifie, ceux qui doivent aller en prison? Oui, mais il y a ceux-là... qui sont étiquetés, oui, bons pour la prison? Oui, mais ceux qui sont bons pour la prison parce qu'ils doivent servir de leçon. Vous voyez, par exemple... quand on dit ne volez plus, vous volez, on vous envoie en prison, ça c'est une leçon. Évidemment, lorsque je m'en vais voler un petit coq et qu'on m'envoie en prison, et puis je me tape 6 à 12 mois de prison ferme, et que quelqu'un brade le domaine de l'État, et il sort, on le retrouve après dans les boîtes de nuit. Bon, je crois qu'il y a une différence, et ça déstabilise aussi. Vous voyez, ça frustre. Et donc, moi... On m'a condamné pour le coq que j'ai volé chez le voisin, et puis avec mes 12 mois de prison ou mes 2 années de prison, c'est peut-être la loi. Mais l'autre qui a bradé tout un domaine de l'État et qui se retrouve en liberté, est-ce que ces 2 lois, vous ne trouvez pas qu'il y a une loi pour les autres et une autre pour les autres aussi? Vous décrivez le Bénin actuel ainsi ou... Non, mais c'est comme cela, mon cher confrère. Ne faisons pas chose, ne voyons pas la réalité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des jeunes, et dès qu'ils critiquent sur les réseaux sociaux, on va chercher la loi sur le numérique et puis on les envoie en prison. Au même moment,
il y a les turiféraires du pouvoir qui s'en donnent à cœur joie. Ils ne sont pas inquiétés. Cela s'observe, je vous en prie. Et donc, lorsque c'est le cas, on ne peut qu'évoquer la démocratie, c'est-à-dire le manque de démocratie, c'est-à-dire brutalement ce recul, voilà, le recul de la démocratie. On ne peut qu'évoquer le recul de la démocratie. Le Bénin est un pays démocratique. On voyait, lorsque le syndicaliste n'est pas d'accord, il le dit. Lorsque le magistrat n'est pas d'accord, il le dit. Aujourd'hui, c'est impossible pour le magistrat de le dire. Il y en a qui sont poussés, retranchés dans leur dernière cachette, si on peut le dire ainsi, qui se sont tués pour faire plaisir. Il y en a aujourd'hui qui sont en prison pour une bouteille de champagne, dit-on. Mais il y en a qui sont dehors pour avoir bradé 4 milliards et tout le reste. Donc, lorsque c'est ainsi, on dit qu'il y a le recul. Le recul de la démocratie s'observe par ces faits-là. Et ça ne frappe pas, ce genre de bâton ne frappe pas tous les fils de cette République. Et donc, c'est ce que nous dénonçons. Le jour où nous allons revenir sur les fondamentaux, à savoir, lorsque vous êtes enfant de chef, ou ami du chef, ou tout ce que vous voulez, et que vous allez en déviance, vous retrouvez en face de la loi, la démocratie commence par prendre ses couleurs. Et on n'oublie pas au passage que récemment, il y en a eu de très proches du pouvoir, il paraît même des louangeurs, mais qui, depuis, sont privés de leur mouvement. Mais qui est dupe? Ah bon? Il y a Dupury encore là? Non, mais je vous en prie. Alors, monsieur Paul-Marie Wissou, la marche démocratique véritablement entravée avec ce processus électoral, elle a été promise pour être l'élection, je veux dire, des plus festives. Oui. Et c'était la promesse du chef de l'État. Et je voudrais dire à mon confrère, j'étais aussi journaliste, et puis on a fait la presse presque au même moment, qu'en réalité, je dis qu'il y a des constances dans notre système politique. Que les gens soient empêchés, par exemple, de se réunir, n'a pas commencé sous Talon. Pas du tout. Et si nous ne regardons pas sérieusement du côté de notre personnel politique, eh bien, nous n'allons jamais résoudre le problème du Bénin. Je ne veux pas absoudre le président de la République. Comme je l'ai dit plusieurs fois ici déjà, il a des choses qui lui sont attribuables. Mais il y a des constances, que ce soit le président Kérékou, que ce soit le président Yahi Boni, que ce soit le président Talon, il y a des constances dans notre politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font que le système se comporte de la même manière, quel que soit celui qui arrive et quel que soit son rêve. Si vous prenez le président Talon, isolez-le de tout ce qui s'est passé depuis 2016 à ce jour, et prenez tout ce qu'il incarnait quand il parlait au peuple béninois. Et vous verrez qu'il y a une différence. Donc il y a la machine devant vous quand vous devenez président. Et vous pouvez dire, oui, je vais essayer d'écraser toute la machine. Il en a fait, hein. C'est un homme de personne. Comme je l'ai dit, vous avez vu la capitulation honteuse et malheureuse pour moi du PRD. Qu'est-ce que ça signifie, capitulation du... Mais c'est aller se donner à l'ennemi et dire, bon, c'est bon, quoi. C'est ce qui s'est passé avec le PRD. Vous avez vu, le PRD, il représente quoi dans notre système politique aujourd'hui? C'est dû au fait de l'action du régime en place qui a fini par limer complètement les ressorts sur lesquels le PRD s'appuyait pour faire ce qu'il faisait avant. Donc, c'est vous dire que il y a la possibilité de disons, contrôler certaines parties. Mais on ne peut pas contrôler tout le monde à la fois. On ne peut pas, faire sans tout le monde à la fois. On est obligé de faire avec certains. Mais ces certains-là, ils ont, comme je l'ai dit, des comportements qui restent identiques, quel que soit le président de la République. Ce qui fait que nous nous sommes plaints à la fin du régime de Kérékou. C'est pourquoi on a dit touche pas à ma constitution. Nous nous sommes plaints à la fin du régime de Yahi Boni. C'est pourquoi on n'a pas élu celui qu'il a choisi pour lui succéder. Et nous nous plaignons à la fin du régime. Donc ce n'est pas l'individu qui vient qui est le problème. C'est
les constances de notre système politique. Et c'est incarné par des personnes, dans l'administration comme dans la politique. Et donc, on ne peut pas faire sans ça. Il y a des règles qu'il faut édicter. Oui, il y a des règles, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir, il ne peut pas fonctionner sur du blanc. Il faut bien s'appuyer sur certains. Ils sont déjà dans le système. On ne peut pas éjecter tout le monde du système tout de suite. Et c'est ça la réalité de la politique. Maintenant, pour en revenir à votre question, moi je veux dire que, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois ici, la légalité, tout le monde s'accroche à la légalité, mais quelle est la légalité dans notre pays aujourd'hui? Moi je suis embrouillé, je le redis encore, je suis embrouillé. Mais vous savez, quand les pays européens et l'Ouest en général devraient passer du système des rois, au système de l'administration moderne que nous avons là, et ils ont parlé de couper la tête du roi, quand ils devaient passer, il y a eu une littérature qui a conditionné ce passage-là et qui a nourri ce passage-là pendant longtemps dans l'histoire de l'Ouest. Et les pays, les États comme les nôtres, sont des enfants des États européens. Vous voyez le Bénin dans une sorte de passage vers un autre type d'État qu'il va falloir partager avec les concitoyens, c'est cela? Non, le Bénin n'est pas... le Bénin devrait être dans cette évolution-là, mais ne l'est même pas, parce que tout le monde vient ici. Vous voyez souvent vous invitez souvent les juristes qui viennent ici, et tout le monde vous parle de l'égalité. C'est de ça que je voulais parler. L'égalité, mais en réalité, l'État, c'est la théorie de Weber qui a, disons, parlé le plus de l'administration moderne et de l'État. Et l'État moderne, l'autorité de l'État a deux volets. La légalité et la rationalité. Et c'est ça qui fait même l'objet de la conclusion. La conclusion de moi, ma thèse, c'est ça. La rationalité. Alors, quand on prend le Bénin à l'étape actuelle, avec ses plaintes à n'en point fini, un scrutin qui retient le souffle de tous, est-ce qu'on peut continuer à craindre pour la démocratie béninoise ou considérer juste que c'est un tremplin, ce qui se fait? Oui, mais on doit craindre parce que je dis, on est embrouillé, on ne sait même plus, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes sur des rails, nous sommes sur les routes, nous sommes en l'air, où est-ce que nous sommes, on ne sait plus. On ne sait plus. En tout cas, vous le savez peut-être, mais moi, je ne le sais plus. Mais parce que, comme je le dis, on parle de l'égalité tout le temps, mais on ne parle pas de la rationalité. Rationalité veut dire quoi? L'État moderne, conçu par Max Weber, c'est un État légal rationnel. C'est-à-dire que l'autorité incarnée doit agir de façon rationnelle. Agir de façon rationnelle veut dire que lorsque nous avons lorsqu'on agit, la rationalité, c'est la science. En lien avec, par exemple, ce scrutin, on dira que le fait d'être allé chercher des individus dans les démocrates pour leur donner le parrainage est irrationnel. C'est ça. C'est des comportements irrationnels. Et ça ne construit pas un État. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trois types d'autorité. L'autorité traditionnelle, l'autorité, charismatique et l'autorité légale rationnelle. Et c'est ça que l'État assume. Alors, ces options ne peuvent-elles pas être une forme de révolution? Mais quelles options? Puisque tantôt je parlais de bon sens et de logique. Le lien entre la légalité et la rationalité. Oui, mais c'est ce que moi, d'une manière... Lorsqu'on veut aller vers le développement, il y a plusieurs écoles. Oui, mais là, nous n'avons pas à inventer le fil à couper le beurre. Si aujourd'hui... Vous l'avez dit plusieurs fois. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre plusieurs écoles et en faire une sorte de fusion pour en sortir un autre modèle? Mais les républiques n'ont pas commencé maintenant. Il a cité Max Weber. Est-ce pour cela qu'il faut refuser, s'il vous plaît, est-ce pour cela qu'il faut refuser au Bénin d'être un modèle, de créer un modèle sorti peut-être de nulle part, mais sur la base des expériences déjà faites? Je voudrais refuser au Bénin d'être un perpétuel cobaye. C'est-à-dire où on essaye les théories les plus vaseuses à tout venant, où d'autres personnes viennent rester à la fenêtre, prendre le meilleur et s'en aller. C'est-à-dire... Ça s'est souvent passé comme ça au Bénin? Après la conférence nationale.
des pays qui nous ont vu faire s'en sont inspirés. Je suis sûr qu'ils sont aujourd'hui heureux. Et nous sommes encore à patauger. Mais quel est ce destin? Donc, c'est-à-dire, si on doit perpétuellement inventer, alors qu'il y a déjà il a parlé de littérature, moi, je dirais d'expérience. Il y a déjà aujourd'hui tout fait. On ne va pas les appliquer telles quelles, certes, mais aujourd'hui, l'histoire politique ou sociale est bondée d'exemples et de tout. Des chercheurs sont là, des gens qui ont... Aujourd'hui, on laisse ces chercheurs, on laisse ces spécialistes, on laisse ces experts et on invente soi-même des théories qui vont nous conduire pendant 10 ans, comme ça, sans tête ni queue, et on revient encore en arrière. Pour peut-être leur demander, bon, mais si vous étiez à notre place, vous auriez fait quoi? Je pense, le pays, la nation ne peut pas avoir payé ses fils pour aller étudier et ne pas les consulter dans leur domaine de compétences et confier sa gestion ou sa vie à des individus qui n'en savent absolument rien. Lorsqu'ils parlent de constance et tout le reste, c'est-à-dire, je dois comprendre qu'il y en a dans la République qui ne comprennent en fait rien de ce qu'ils font, qui inventent leur forme d'administration à eux, et pas fini, ça nous envoie dans le gouffre. On perd peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour revenir après, aller les chercher, pour dire, nous organisons une grande assise pour demander à chacun, à chaque expertise, d'apporter sa solution. Est-ce une bonne chose? Moi, si je suis élu président de la République, cela ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Je vais chercher des gens des sachants, et leur dire, voilà, j'ai tel problème, trouvez-moi la solution. Mais je ne peux pas appliquer, moi, mes solutions, quitte à me retrouver dans le décor et les appeler 10 ans après. À cette étape du processus, alors, qu'auriez-vous conseillé? J'aurais simplement souhaité que, à défaut de pouvoir fonctionner avec ce qui est neuf, qu'on est en train d'essayer, de mon point de vue, fonctionnons avec ce qui est déjà vieux et qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, en termes de loi aujourd'hui, bon, mon vis-à-vis dit qu'il est totalement perdu, ben, il y a des lois dans lesquelles on n'était pas si totalement perdu avant. Mais pourquoi ne pas les prendre au lieu d'en inventer de nouvelles que soi-même on ne maîtrise pas? Et en cours de route, on est obligé de reformater. Merci, Jospin Peso. Oui, à cette étape du processus, qu'auriez-vous conseillé? Moi, j'aurais conseillé, les gens parlent beaucoup d'assises qui va régler les problèmes. À cette étape, c'est trop tard, ce n'est que ça, politique, qui peut régler les problèmes. Mais je voudrais... Ce n'est que les assises où on s'assoit, on discute. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes dans un système écologique, social, dans un écosystème social, pardon, où il y a des forces qui sont sur le point de s'affronter. Et on a quitté la collaboration qui était notre façon d'être ensemble pour aller vers l'affrontement. Et tout le temps, maintenant, on est dans l'affrontement. Et je crois que ce n'est pas bon. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Mais désormais, et très rapidement, que la science nous guide. Parce que lorsque vous avez le Covid, le monde entier est frappé par le Covid, c'est encore la science qui a résolu le problème qui est en train de résoudre le problème de Covid. Donc moi, je voudrais en appeler, je vous l'ai dit déjà une fois ici, si on avait consulté les sociologues de ce pays, les anthropologues de ce pays, et qu'on avait consulté les psychologues, les sociopsychologues de ce pays, on n'aurait jamais introduit le parrainage dans nos lois. Merci à vous, professeur Maïoussou. Et vous, pour conclure? Par lui. Il dit qu'il conclut, vous, et vous donne encore la parole, vous diriez? Oui, je dirais simplement que... je dirais simplement, moi, c'est là où je vais en appeler au chef de l'État. Pardon. Il n'a qu'à tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence. Et il n'a qu'à regarder les autres. C'est vrai, ce sont des opposants, des trucs là qui ne veulent pas respecter la loi. Mais pour le moment, il n'a qu'à, juste avec la hauteur d'esprit du président de la République, faire que le jeu soit ouvert. Moi, je suis sûr qu'il peut les battre sans nécessairement passer par des méthodes où... Merci à vous, professeur Maïoussou. Merci également à vous, Jospin Peso, Anago, chers téléspectateurs, si vous avez aimé. En tout cas, demain, un autre rendez-vous. Vous ne serez pas déçus non plus. Je vous accompagner sur cette citation de Montesquieu. La République, dit-il, est une dépouille. Et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous réunis. Merci d'être des nôtres et à très bientôt.